Mesdames, Messieurs, bonjour, les titres de l'actualité. Dans cette édition, le MPP remercie les militants de Poix dans le centre-sud, dont la détermination a contribué à octroyer au parti les résultats des élections couplées de novembre 2020. Au même moment, l'ADF-RDA était à Waïguia pour une assemblée générale axée principalement sur les élections municipales à venir. Dans cette édition, la circulation en pleine ville des véhicules dits hors normes ou hors gabarit, un phénomène devenu un véritable cauchemar pour les usagers des routes urbaines de Ouagadougou, souvent mis en cause dans plusieurs accidents. Leur circulation a fait l'objet d'un dossier que nous vous proposons dans cette édition. À suivre dans cette édition, l'épidémie de coronavirus a déjà causé plus de 2 millions de morts. L'administration de AstraZeneca avait été suspendue. Ce vaccin est maintenant recommandé. Mieux, l'Union européenne exige une livraison rapide des doses. Nous recevons à cette édition Moussa Koné. Il est le président de la Chambre nationale d'agriculture et il est là pour nous donner de plus amples détails sur les cartes professionnelles d'agriculture et les certificats d'enregistrement des exploitations agro-silvo-pastorales, halieutiques et fauniques. Bienvenue à tous. À l'issue des élections couplées du 22 novembre 2020, le mouvement du peuple pour le progrès MPP a vu son candidat à la présidentielle réélu et obtenu 56 députés. Ce résultat a été possible grâce à la conjugaison des efforts de plusieurs localités du Burkina. Ce 20 mars, les représentants du parti étaient à Poix dans le centre-ouest pour un meeting de remerciement. Meeting suivi par Bernard Kombelem et Sékou Zongo. C'est une expression désormais régulière dans le langage du président du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Passé le temps de la campagne électorale, elle est ici employée pour traduire la reconnaissance du parti aux populations de Poix pour leur contribution aux résultats atteints par le MPP à l'issue du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020. Nous sommes venus donc avec une forte délégation pour remercier les habitants de Poix pour leur mobilisation derrière notre candidat qui est aujourd'hui le président du Burkina Faso, j'ai nommé Roch Marc Christian Kaboré. Et grâce à leurs voix également qui se sont additionnées à d'autres voix sur notre compte, nous avons pu avoir 2 députés dans la province. Tour à tour, représentants des anciens, des femmes, des jeunes saluent le sens de la redevabilité du mouvement du peuple pour le progrès, mais égrènent des doléances, des préoccupations prises à bras le corps par Simon Compaoré qui promet les transmettre à qui de droit. Essentiellement 3 éléments. Nous ne manquerons pas dès le retour à Ouagadougou d'en parler à qui de droit. Et je pense, sans dévancer l'iguane dans l'eau, que le message là sera entendu. À l'occasion de ce meeting de remerciement du MPP aux populations de Poix, Karim Nana et Valis Zoubga, tous démissionnaires de l'autre Burkina PSR, annoncent désormais leur appartenance au MPP avec 300 autres personnes. Le parti de l'éléphant, lui, se projette déjà pour les combats futurs. Ce samedi à Ouagadougou, l'ADF-RDA a tenu une assemblée générale centrée principalement sur les élections municipales prochaines. Le président du parti, Gilbert Noël Ouedraogo, a à l'occasion dressé le bilan du parti après sa participation aux élections présidentielles et législatives. Boukari Ouedraogo et Abdoul Rasmani Zongo. Conquérir la mairie de la ville de Waïguia en particulier et celle d'autres communes de la province du Yatenga en général, c'est l'ambition du parti de l'éléphant. L'ADF-RDA affûte ainsi ses armes dans la perspective des municipales prochaines. C'est la principale information issue de l'Assemblée générale de ce samedi 20 mars 2021 et tenue dans la cité de Nabakango. Nous avons la possibilité d'avoir le contrôle de plusieurs communes dans la province. Alors il faudrait qu'on se prépare pour que cela se traduise dans la réalité des faits lors des élections à venir.
Et c'est la raison pour laquelle on a voulu rencontrer donc, nos responsables pour les mettre au travail pour préparer ces élections municipales à venir. Et nous avons aussi fait un compte-rendu de nos activités à l'Assemblée nationale, puisque nous avons pu, avec d'autres partis, créer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et nous nous sommes inscrits à l'opposition. Le président Gilbert Noël Ouédraogo a également fait le point de la participation du parti à la double votation du mois de novembre dernier et a enfin offert du sucre en lien avec le mois de Ramadan. Comme je vous le disais en titre, nous recevons à cette édition Moussa Koné. Moussa Koné est le président de la Chambre nationale d'agriculture et il est là pour nous donner de plus en détails sur les cartes professionnelles d'agriculteurs et les certificats d'enregistrement des exploitations agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques qui ont été remises officiellement le 19 mars dernier par le ministre en charge de l'agriculture. Bonjour. Bonjour. Voilà, que va représenter ces cartes pour les agriculteurs? Alors, avant tout propos, je voudrais vraiment remercier la RTV de nous donner cette opportunité pour parler de l'innovation majeure que nous avons aujourd'hui au niveau du secteur agricole, qui est l'opérationnalisation des décrets portant enregistrement des exploitations agro-silvopastorales halieutiques fauniques. Je voudrais vraiment remercier les plus hautes autorités de ce pays qui ont bien voulu voter la loi 070 portant orientation du secteur agro-silvopastoral halieutiques fauniques. Alors, pour revenir à la carte professionnelle de l'agriculteur, alors c'est un document qui va permettre véritablement de valoriser le métier de l'agriculteur et qui va également professionnaliser en fait ce corps de métier. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, nous avons un secteur où il y a beaucoup d'acteurs qui, jusqu'à présent, nous n'avons pas travaillé à immatriculer en fait ces acteurs et même les exploitations. Donc, le processus qui va démarrer bientôt, et à travers des enrôlements massifs, ça va permettre véritablement d'identifier et de cartographier l'ensemble des exploitations agro-silvopastorales halieutiques fauniques au Burkina Faso. Il faut dire que plus d'1,3 million producteurs sont concernés par cette opération. Comment vous allez procéder pour les toucher concrètement sur le terrain et à travers le pays? Alors, la loi a prévu que ce processus-là soit... la responsabilité a été confiée aux chambres régionales d'agriculture. Alors, comme vous savez, les chambres régionales d'agriculture sont les instances consulaires qui sont représentées dans les 13 régions du Burkina Faso. Et nous avons également les coordinations départementales et même également les coordinations villageoises. Donc, nous allons mettre à profit l'ensemble des délégués des chambres régionales d'agriculture au niveau de la base pour d'abord faire la sensibilisation, informer les acteurs sur la nécessité vraiment de s'approprier vraiment ce mécanisme de délivrance des cartes professionnelles de l'agriculteur. Alors nous avons au niveau de la Chambre nationale d'agriculture déjà commencé le processus. Nous avons aujourd'hui quelques équipements qui nous ont permis de délivrer les premières cartes. On a commencé par la région du centre. Comme vous avez vu, le 19 passé, nous avons procédé à la cérémonie officielle de délivrance des 100 premières cartes aux producteurs de la région du centre. Mais bien avant ça, il faut noter que nous avons travaillé en tandem avec le ministère de l'Agriculture dans le cadre du mécanisme de distribution des intrants où nous avons procédé à la mise à disposition des fiches de demande d'enregistrement auprès des producteurs qui, véritablement, il y a eu un engouement. On a mis à leur disposition à peu près 80 000 fiches de demande. Aujourd'hui, nous avons quelques données qui peuvent nous permettre de démarrer en fait le processus d'opérationnalisation de la carte professionnelle de l'agriculteur. Il faut dire que nos paysans, voire nos producteurs, vont désormais détenir des cartes professionnelles et des certificats d'exploitation. En quoi est-ce que ces documents vont améliorer les conditions du monde paysan? Alors, il faudra préciser que dans la loi, à son article 52, il est dit que pour tout exploitant qui veut bénéficier de l'appui des pouvoirs publics, de la subvention ou même des collectivités doivent être enregistrés. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une innovation et ces cartes professionnelles vont permettre à ces producteurs également de pouvoir nantir leurs fonds agro-silvopastoraux halieutiques et fauniques. Comme vous savez, le paysage institutionnel a beaucoup évolué. Avant, nous avons des fonds de commerce. Aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour nous aujourd'hui de pouvoir nous permettre de nantir nos fonds agro-silvopastoraux halieutiques et fauniques. Cela veut dire que le producteur qui est à Matiakwali peut évaluer son cheptel de bœufs et puis
nantissent auprès d'une institution de financement pour pouvoir bénéficier des crédits. Et au-delà de ça, ça va permettre également, comme vous savez, nous sommes une institution consulaire, participer aux élections des chambres régionales d'agriculture. C'est faire élire ou bien élire en fait les différents représentants au niveau de la base. Donc c'est vraiment une innovation majeure, comme je disais tantôt. Et on aura une grande cartographie de l'ensemble des acteurs du monde rural et ça va permettre au pouvoir public également de cibler leur intervention, surtout à travers un certain nombre de projets et programmes. Et quel processus mon parent, par exemple, qui se trouve de l'autre côté de Ouagadougou, peut procéder pour avoir la carte? Et combien coûte cette carte? Alors, nous avons travaillé en tandem avec l'ensemble des organisations professionnelles. Comme vous savez, la Chambre nationale de l'agriculture est une institution qui est à son sein certaines organisations professionnelles qui sont des ressortissants. Alors, on a étudié véritablement les coûts des cartes. Alors, c'est en fonction des catégories de la profession. Et vous avez des petits exploitants familiaux et il y a également des exploitants individuels et il y a aussi des entreprises individuelles et des entreprises sociétaires. Alors pour les entreprises, les exploitations familiales, individuelles, on a fixé le coût à 2500 francs CFA. Alors pour les entreprises familiales collectives, on a fixé le coût autour de 15 000 francs. Et pour les entreprises individuelles, agricoles individuelles, c'est à 25 000 francs. Et les entreprises sociétaires, ça fait 25 000 francs CFA. Il faut dire que c'est des coûts qui ont été véritablement mûris au niveau des chambres régionales d'agriculture, de façon participative avec l'ensemble des acteurs du monde rural. Alors nous sommes en train de travailler en interne pour pouvoir trouver vraiment des mécanismes pour que les petits producteurs, comme vous avez dit, qui se trouvent dans votre village, puissent vraiment détenir cette carte à un coût vraiment très très bas. Et c'est le lieu pour moi aujourd'hui de profiter de cette tribune pour lancer un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent les actions gouvernementales dans le domaine agro-silvopastoral électrique et phonique de nous accompagner pour que nous puissions véritablement aller très vite dans ce processus d'enrôlement massif des producteurs. Voilà, après le lancement qui a eu lieu le 19 mars dernier, quelles sont les prochaines étapes à suivre, par exemple, pour sa vulgarisation? Alors, nous allons d'abord travailler sur la sensibilisation et la communication, parce que, comme vous savez, pour que les acteurs du monde rural puissent s'approprier vraiment ce mécanisme, il faut vraiment les expliquer, il faut qu'ils comprennent vraiment les enjeux. Alors, nous allons travailler sur ça, comme je disais tantôt, avec l'ensemble de nos délégués qui sont à la base. Et aujourd'hui, c'est une tribune pour nous également de donner effectivement ces informations. Donc, il y aura beaucoup d'animations télé, radio, au niveau des radios communautaires pour vraiment faire passer l'information. Alors, au niveau de chaque chambre régionale d'agriculture, il y aura des agents d'enrôlement qui vont travailler en tandem avec les services techniques déconcentrés de l'État, des différents ministères sectoriels en charge du développement rural, pour pouvoir toucher vraiment les producteurs au niveau de la base et commencer à les délivrer les différents cartes professionnelles de l'agriculture, également avec les certificats d'enregistrement. Merci Moussa Koné. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre nationale d'agriculture et vous étiez là pour nous donner de plus amples détails sur la carte professionnelle d'agriculteur et les certificats d'enregistrement des exploitations. Restez avec nous pour la suite de ce journal. 66%, c'est le taux de réalisation des activités du projet national de développement rural productif, un taux appréciable malgré le contexte marqué par le Covid-19. Ces résultats sont issus d'une rencontre à Koudougou entre les acteurs du projet et les partenaires qui ont évalué les activités menées au titre de l'année 2020. Rasmane Zondi et Yankiteda. Le tournant est décisif pour le PNDRP, le projet national de développement rural productif. Et à Koudougou, les responsables du projet et les cadres techniques ainsi que les bénéficiaires passent en revue les activités menées en 2020. Disons pour l'année 2020, les activités ont été exécutées par les collectivités dans un contexte assez particulier. Nous avons eu la Covid-19 qui a empêché le déroulement normal des activités à partir de janvier. Disons que c'est à partir de juillet 2020 que les collectivités ont pu réaliser les activités. Et quand vous regardez en termes d'activités réalisées par les collectivités, parce que la maîtrise d'ouvrage est assurée par les conseils municipaux, nous avons au moins près de 15 tracteurs qui ont été acquis par les collectivités, des aménagements de bas-fonds
des réalisations de fourrage, des jardins maraîchers, des acquisitions de vivres aussi pour les personnes déplacées internes et des kits alimentaires pour ces populations. 209 micro-projets de l'année 2020 sont reportés, portant le nombre à 597 à réaliser d'ici juin 2021, période de clôture du projet. Visiblement trop pour tenir dans le délai. Outre donc le bilan, la rencontre donne l'occasion de faire des propositions pour exécuter toutes les activités programmées. Et la réflexion aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure on peut trouver des formules, notamment la prorogation du projet. Mais déjà, les réflexions sont en cours et je pense que l'un dans l'autre, on pourra avoir en tout cas des lendemains meilleurs pour le projet. Nous voulons lancer un appel d'écouter notre cri de cœur, de nous accompagner pour que nous réalisions l'entièreté des activités qui ont été prévues autour des 2 ans de ce projet. Le PNDRP est né des cendres du Programme national de gestion des terroirs, PNGT, pour une durée de 2 ans. Objectif, impulser le développement local avec une enveloppe de 12 milliards de francs CFA. Le phénomène se constate dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. Des véhicules isolés ou articulés, rallongés ou élargis, qui sillonnent les routes urbaines de la capitale, causant parfois des accidents, souvent mortels. Abdelaziz Yadjibou a voulu savoir davantage sur les désagréments vécus par les usagers de la route, mais aussi l'application de la réglementation sur la circulation en pleine ville de ce type de véhicules. Suivez son reportage. La manœuvre de tous les risques en plein cœur de Ouagadougou. Difficile pour ce véhicule de passer cette intersection au quart de tour. Braquer, revenir, repartir, que d'efforts pour ce conducteur. Les autres usagers sont obligés de prendre leur mal en patience. Malgré l'alternance ininterrompue des couleurs du feu tricolore, la circulation reste à la fois bloquée et perturbée. Des minutes durant, l'intersection est transformée en un véritable guêpier pour les usagers. La moindre erreur pourrait causer un accident. Les plus exposés sont les conducteurs d'engins à 2 roues qui, pressés par le temps, tentent de slalomer pour se frayer un passage. On est là près de 30 minutes. Voilà, on ne peut pas bouger, lui il ne peut pas bouger et nous également on ne peut pas circuler. Vous voyez? Et sans compter le risque d'accident qu'on peut y avoir. Pour pouvoir faire les dépassements là, bon, souvent tu as du mal quoi. En réalité, c'est des trucs qu'on doit interdire. Cette scène digne d'exercice de créneaux poids lourds en pleine circulation n'est pas un fait insolite pour les Ouagavillois. De jour comme de nuit, les camions de plus en plus longs, de plus en plus larges, articulés ou non, s'érigent fréquemment à mettre sur les chaussées urbaines, mettant la vie des autres usagers en danger. Parce qu'à chaque fois, il y a des accidents. En tout cas, ce n'est pas facile. Même tout de suite, là, même, il y a un camion, même, il a failli m'écraser même tout de suite. Là. Les fils, là, même, ils cassent les fils. Les fils qui sont l'électricité, là. Souvent, les bagages, là, sont longs. Donc, ça fait que quand ils vont circuler, souvent, même, ça touche les fils. Ces véhicules, par moments trop chargés, constituent une véritable menace pour les bitumes. Il s'agit notamment de véhicules articulés et de véhicules dits isolés qui ont été transformés au mépris de la réglementation en vigueur. Objectif, gagner en termes de capacité de charge de marchandises et donc en argent. Il arrive des fois, moi personnellement, je me pose la question à savoir si ces genres de véhicules-là passent les visites techniques. Parce que, étant donné qu'ils ne sont pas conformes et que ces genres de véhicules gagnent la visite technique et passent par les mains de la police également, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des véhicules hors gabarit qui ont la visite technique parce que ça a été transformé après l'obtention de la visite technique en attendant la prochaine période. Il y a des véhicules aussi, ils sont passés par le CCVA. Le CCVA a dit non, on ne peut pas vous délivrer une visite technique parce que vous êtes hors norme. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus, mais ils circulent. Ils se débrouillent pour circuler, nous ne savons pas comment, mais ils n'ont pas la visite technique et ils circulent. De plus en plus, nous voyons des véhicules qualifiés hors gabarit. Hors gabarit, ça veut dire que le véhicule s'est présenté dans un premier temps au CCVA et estimé conforme. Il a eu sa visite technique et puis par la suite, le propriétaire l'a transformé. Et dans cette transformation, ils n'ont pas suivi les procédures et ils sont pratiquement hors réglementation. Donc vous allez voir en ville un véhicule
au lieu de 4 essieux, se retrouve avec 5 essieux, 6 essieux et même 7 essieux. En principe, c'est 12 mètres maximum pour les véhicules isolés et les véhicules articulés à 16,5 mètres maximum. Ça, c'est les normes UMOA. La pratique semble aujourd'hui se généraliser. C'est dire qu'entre deux visites techniques, un travail de fond s'impose pour contraindre les contrevenants à rester dans les normes. Depuis 2019, il y a eu une révision de la périodicité de passage des véhicules. Avant, un véhicule poids lourd se présentait ici une fois par semestre, donc chaque 6 mois. Donc les transformations étaient moindres. Parce que s'il faut transformer et à 6 mois, il faut se débrouiller pour se mettre aux normes et venir avoir la visite technique, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est 12 mois. Donc s'il quitte ici, le lendemain, il transforme son véhicule, il fait ses transactions, ça lui permet de transporter plus de charges. Il a 12 mois pour rentabiliser. Nos équipements permettent de nous assurer que les véhicules sont en conformité ou non. S'ils ne sont pas en conformité, il y a des amendes que nous appliquons. À l'étape actuelle, c'est cela. Mais je peux dire qu'à ce niveau également, il y a des insuffisances. Une insuffisance, ce n'est pas dans le test, mais dans l'application. Parce que c'est un règlement, comme je l'ai dit, qui concerne les 8 pays, qui demande à ce qu'il y ait une concomitance de l'application. Parce que nous, au Burkina Faso, nous sommes un pays de l'Interland. Nous recevons la plupart de nos chargements des ports, des pays côtiers. Et s'ils traversent un pays, qu'ils arrivent chez nous, ça veut dire qu'il y a un problème qui n'a pas été réglé à quelque part. Le ministère en charge des Transports, au premier chef, le chef du département, a pris la mesure de la question. Les choses sont en train d'être faites pour que définitivement nous n'ayons pas à avoir ce genre de spectacle sur nos voies. S'il est vrai que la plupart de ces véhicules proviennent d'autres pays et transitent par Ouagadougou, il n'en demeure pas moins que certains sont des propriétés d'opérateurs nationaux. Des véhicules transformés dans des ateliers de la place avec des expertises nationales. Des exciseuses issues de 200 villages de la région du Nord ont pris l'engagement ce 17 mars à Gamponsom d'abandonner la pratique de l'excision. Cela a été possible grâce à une série de sensibilisations du groupe d'appui en santé, communication et développement, déclarations d'abandon faites publiquement et en présence des autorités de la région. Compte rendu de non moins de Constantin Ouedraogo, Alidou Alain Sawadgo et Karim Bikenga. Nopoko est exciseuse à Tienkwagalaga dans la commune de Gomponson. Il y a plus de 10 ans, elle exerce cette pratique, mais désormais, elle a décidé de l'abandonner. Une décision qu'elle rend publique en présence des autorités régionales. J'ai mis fin à cette pratique dans ma vie. J'ai compris qu'elle est mauvaise pour toute femme. Désormais, je vais sensibiliser les autres à prendre conscience du mal de l'excision. Une chose est de s'engager, l'autre est de vérifier et de s'assurer qu'effectivement l'engagement est effectif. Nous allons travailler à suivre effectivement ces engagements-là afin que effectivement ce soit une réalité. Tout comme Nopoko, des exciseuses de 200 villages de la région du Nord ont décidé publiquement d'abandonner la pratique de l'excision. Une prise de conscience suscitée par une série de sensibilisations du groupe d'appui en santé, communication et développement, GASCODE. Il faut dire que nous avons couvert en tout cas presque toute la région. Nous sommes dans la dernière phase où ce sont des zones à risque, des zones d'insécurité. Mais néanmoins, je pense que dans la phase qui va suivre, le focus sera mis dans ces provinces. Dans les villages concernés, autorités coutumières et religieuses, femmes et jeunes, tous s'engagent à travailler pour mettre fin à l'excision, au mariage des enfants et à toute forme de violence faite aux enfants. Le GASCODE a aussi remis des vélos à certains enfants pour encourager la frange jeune dans la lutte contre la pratique de l'excision. Nous parlons maintenant de ce projet mis en place pour contribuer à la réduction des mariages d'enfants et des grossesses précoces dans 6 communes de la région des Cascades. Son coût est estimé à environ 58 millions de francs CFA et il a été lancé par l'association Femmes et Vie à Banfora en présence de l'ambassadrice du Canada au Burkina, Maneka Yen et Kaduro Menki. C'est une brève présentation du projet Prévention des mariages d'enfants et des grossesses précoces
par le renforcement des capacités des adolescentes et des organisations féminines locales dans 6 communes de la région des Cascades. Un projet ici lancé officiellement, l'ambition affichée étant de contribuer à la réduction des mariages d'enfants et des grossesses précoces. Le changement de mentalité, vous savez, c'est une lutte de longue haleine. Donc il faut sensibiliser, il faut former. Nous irons jusque dans les familles pour sensibiliser et former afin que les gens puissent comprendre que ce phénomène est à éradiquer au Burkina Faso. Le projet est porté par l'association Femmes et Vie, une association qui se bat depuis 2005 pour la cause de la femme et de la jeune fille, avec à ses côtés l'appui technique et financier de quelques partenaires privilégiés. Et ce projet est financé dans le contexte d'un plus grand projet que le Canada finance ici, qui s'appelle Voix et Leadership, qui est mis en œuvre par Oxfam Québec, dont le but est vraiment d'augmenter les compétences et les capacités des ONG menées par des femmes pour plaidoyer pour leurs droits et pour avancer les droits des femmes au Burkina Faso. Prévention des mariages d'enfants et des grossesses précoces par le renforcement des capacités des adolescentes et des organisations féminines locales dans 6 communes de la région des Cascades est un projet de 3 ans. Son coût global est estimé à 57 960 000 francs CFA avec une contribution financière de 5% de l'association Femmes et Vie. Napartenga Gongé, un village de la commune de Koubri, dispose désormais d'une maternité. L'infrastructure vient ainsi accroître l'offre de santé au profit des populations de ce village et environ. Elle a été inaugurée officiellement hier samedi en présence de Césaire Carrefour et Bienvenue Tansa. Le centre de santé et de promotion sociale de Napartenga Gongé, doté d'une maternité. Cette cérémonie marque la mise en service officielle de cette infrastructure sanitaire ici dans la commune de Koubri. C'est une joie pour nous d'avoir cette maternité. Avant, pour faire les consultations, il fallait parcourir de longues distances. Mais maintenant, nos souffrances sont allégées. Nous disons merci aux autorités. D'un coût de près de 100 millions de francs CFA, ce CSPS normalisé est une réalisation du secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. Cette population au niveau de ce village donc effectuait de longues distances pour avoir accès à un centre de santé et de promotion sociale. Ils avaient un dispensaire qui n'était pas fonctionnel et qui n'était pas normalisé parce que le dispensaire, au niveau du dispensaire, il n'y avait pas de maternité. Donc il était donc nécessaire de normaliser l'infrastructure et de le rendre fonctionnel. Cette maternité que nous avons visitée est une maternité de grande capacité qui a été bien construite. Nous avons vu des installations solaires qui permettent d'avoir de l'électricité. Nous avons vu des équipements avec des tables d'accouchement, des lits pour recevoir les femmes. Et c'est vraiment une grande satisfaction pour le ministère de la Santé. Cette normalisation porte à 32 le nombre de formations sanitaires publiques fonctionnelles dans le district sanitaire de Bogodogo, foi du ministre en charge de la Santé. Baramousso est un concours qui est organisé par Move Africa avec pour but d'accompagner les femmes battantes et entreprenantes à travers les associations féminines. Pour l'édition 2021, nombreuses sont les associations qui ont postulé à ce concours, mais au finish, 3 sont distinguées au cours d'une cérémonie de récompense tenue ce 19 mars à Ouagadougou. Rasmane Zundi et Ahadi Sandamba. 10 millions de francs CFA plus un trophée et une attestation, c'est ce que reçoit l'association Espoir du Sourou, classée première au concours Baramousso 2021. Pia de Rewo, une autre association, est classée deuxième. Elle reçoit ici 3 millions plus une attestation. La troisième place revient à l'association Zakla Yilunde. Elle reçoit 2 millions plus une attestation. Nous transformons les produits agricoles tels que le couscous de maïs, le couscous de sorgho, le couscous de petits milles, il y a les grumeaux de bouillie, les déguets, etc. Avec ces trophées, vraiment, nous allons multiplier nos efforts et réaliser beaucoup de projets pour que demain soit les meilleurs pour nous, les femmes du Sourou. Au-delà de promouvoir l'excellence chez l'autre moitié du ciel, Move Africa, entreprise promotrice de ce concours, soutient également les associations féminines battantes. D'aider la femme, de soutenir la femme, d'être aux côtés des femmes pour
renforcer ou accompagner le gouvernement dans le renforcement de l'autonomisation des femmes et également permettre à la femme d'être un client actif pour l'entreprise. Le concours Baramousso est à sa 7e édition. Un concours qui permet aux différentes associations primées d'accroître leur notoriété et de consolider leur capital auprès des partenaires financiers aussi bien nationaux qu'internationaux. La 3e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou Vitro va se dérouler du 26 mars au 2 avril prochain et les organisateurs ont animé une conférence de presse ce 19 mars à Ouagadougou pour faire le point des préparatifs et des objectifs de l'événement. Jean-Eudes Bayala et Vincent Tchendrebego. La Vitro, vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, est sur le point de tenir sa 3e édition. L'événement est prévu du 26 mars au 2 avril prochain sur ce site dans la capitale burkinabé. Il devra réunir dans un même espace les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que le public. Selon les organisateurs, une quinzaine de pays de la sous-région sont attendus à la Vitro 2021. Pour la participation, là, nous pensons que ça sera un record. Parce que, outre les régions, les 13 régions qui vont venir, nous avons les 8 pays membres de l'UMOA. Nous avons aussi les 15 pays membres de la CEDEAO qui seront là. Les exposants aussi, la même chose. Et cette fois-ci, nous allons avoir un grand chapiteau, vraiment digne des grands salons, et que les exposants, je peux les qualifier, les majors, vont exposer à l'intérieur de ce chapiteau. Nous profitons de dire aux Ouagavillois qui, pour l'instant, ne se sont pas manifestés, de se faire inscrire. Après un rendez-vous manqué en 2020 dû au Covid-19, la Vitro veut contribuer à une relance de l'activité touristique au Burkina Faso et dans la sous-région avec l'implication des acteurs concernés. Cette 3e édition est placée sous le très haut patronage du président du Faso qui a toujours participé aux éditions antérieures. Hors de chez nous, l'Union européenne met la pression pour une livraison rapide du vaccin AstraZeneca. Plusieurs pays européens avaient suspendu l'utilisation de ce vaccin. AstraZeneca est de nouveau recommandé. Il faut dire, l'épidémie de coronavirus a déjà causé la mort de plus de 2 millions de personnes. 2 700 000 morts à travers le monde. Face aux ravages de l'épidémie, les gouvernements mettent tous leurs espoirs dans la vaccination. Plusieurs des pays européens qui avaient suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca ont recommencé à l'utiliser. C'est le cas de la France, de l'Allemagne ou encore de l'Italie. Et pour être sûr que les doses de ce vaccin seront livrées en temps et en heure, la présidente de la Commission européenne a haussé le ton face aux fabricants de ce vaccin, le groupe AstraZeneca. Nous avons la possibilité d'interdire toute exportation prévue, a indiqué Ursula von der Leyen. C'est le message que nous passons à AstraZeneca. Respectez votre contrat avec l'Europe avant de commencer à livrer d'autres pays. Fin de citation. À ce jour, plus de 425 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l'agence France Presse. Un comptage qui fait apparaître de grandes disparités entre pays riches et pays pauvres. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la RTB. Bonne reprise de service pour demain, lundi.